C'est à présent le tour de Carole Gaillet-Viau, qui est chargée de recherche au CNRS, au CESDIP. Son intervention s'intitule « Civilité et travail de l'égalité dans l'interaction ». Donc, je vais vous parler de la civilité, donc des relations dans l'espace public, et donc de ce qui se joue dans la catégorisation dans ces rapports. Alors, la civilité est souvent conçue comme un simple corpus de règles, illustrant un état social des convenances dont l'observance est requise pour se montrer conforme à des normes en vigueur dans un groupe ou une culture donnée. De nombreux auteurs, des moralistes du XVIIe aux sociologues contemporains, ont pointé ces fonctions directes ou indirectes d'expression et de reproduction des inégalités. Ce qui est moins souvent aperçu, en revanche, c'est la façon dont les échanges civils mettent au travail les normes à partir des formes situées d'élaboration de ce qui est dû entre inconnus en public. Donc je voudrais présenter ici cette double facette de la civilité urbaine, dans laquelle se manifestent à la fois des formes de stigmatisation directement liées à la dépendance aux apparences qui caractérisent les relations en public, et un travail réflexif, souvent inaperçu, qui va jusqu'à la mise en œuvre de véritables formes de pédagogie, où les personnes se montrent soucieuses de la justesse et de la justice à l'œuvre dans les interactions, et tentent en conséquence d'infléchir les formes ordinaires de catégorisation qui ont cours entre elles. Donc avant d'en venir aux exemples que j'ai mis sur un PowerPoint qui est en train d'arriver, merci. Non, c'est bon, j'ai pas mon adaptateur en fait, je l'ai oublié. Afin d'en venir aux exemples, donc quelques mots de ma démarche d'enquête et des matériaux à partir desquels je parle ici. Donc j'ai conduit une enquête ethnographique qui a consisté à questionner le quoi et le comment de la civilité à partir des pratiques effectives des relations publiques, donc en suivant le programme ouvert par Goffman, en travaillant donc d'abord au départ sur le rapport des passants ordinaires aux sans-abri et aux mendiants, puis en ouvrant le spectre pour saisir le lien civil et sa normativité dans toute sa généralité. Et donc ça a été l'objet de ma thèse de doctorat. Donc c'est en termes d'enquête ancienne, moi je vous bats largement, ça date des années 2000. Et puis ensuite, j'ai repris et prolongé ce travail en suivant plusieurs voies, principalement deux. Un travail sur l'expérience des rapports hommes-femmes en public que j'avais amorcé dans la thèse et que j'ai poursuivi depuis, notamment autour du devenir problème public du harcèlement de rue. D'autre part, une enquête collective sur les formes de l'engagement en public et la citoyenneté, menée avec mes collègues Alexandra Bidet et Roanne Leménaire. Donc l'idée c'était de penser, de décrire, d'analyser les espaces de la coexistence urbaine pour en saisir la normativité en acte, penser les façons de faire, les types de situations, les conflits, mais aussi les sympathies, et bref, déterminer les conditions de félicité de l'échange civil. Donc j'ai fait énormément d'observations, il y a plus de 300 scènes retranscrites dans mon corpus, dans mon journal d'enquête, et j'ai récolté aussi du matériel en fait, de récits d'expériences, des conversations à chaud et à contretemps. Et donc j'ai à la fois des interactions de première main et des récits d'interaction. Donc ce que montrent ces différents pans d'enquête, c'est que la civilité constitue en fait une activité de réglage continu des conduites, où la performance des normes existantes est régulièrement redoublée par un travail réflexif sur les normes. Et donc, c'est une fabrique de ces normes elles-mêmes et pas seulement un lieu de leur représentation ou de leur illustration. Et l'interaction civile de ce point de vue est une occasion non seulement pour le chercheur, mais aussi pour les gens eux-mêmes, de s'interroger au quotidien et à toute fin pratique, de façon parfois explicite, mais aussi parfois plus tacite et non propositionnelle, sur ce qu'ils se doivent mutuellement les uns les autres, qui ils sont les uns pour les autres, ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres. Merci mille fois. Ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres et comment se montrer du respect, à quelles conditions se faire confiance, ce qu'ils peuvent se demander, ce qu'ils doivent craindre, ce qu'ils peuvent espérer, débattre ou disputer entre eux. Donc voilà, je vais proposer de manière un peu
comme un survol différents exemples de ces dimensions du travail sur les normes, et notamment du souci pour l'égalité et du souci du sens ordinaire du juste qui se trame dans ces situations qui sont bien souvent considérées comme à la fois négligeables ou finalement le simple lieu d'un reflet de ce qui se jouerait par ailleurs et pas d'un travail à proprement parler. Donc je vais... donc mon topo se déroulera en deux parties. D'abord, je vais revenir sur l'importance du travail de catégorisation, donc la typification ordinaire dans l'orientation des conduites en public. Et puis, je discuterai quelques extraits de terrain qui montrent ce double travail qui se joue dans les interactions civiles, la réflexivité pour soi-même et puis les efforts de pédagogie conduits auprès des autres concernant leurs usages des catégories. Donc, premier point, le caractère décisif de la typification dans les interactions civiles. Dans les espaces urbains, les conduites verbales et non verbales sont constamment orientées par ce travail de catégorisation qui permet un ajustement mutuel des comportements, qui se fait au service non seulement d'une fonctionnalité, un enchaînement fluide des actions, mais aussi d'une évaluation éthique ou même politique, c'est-à-dire une appréciation de la qualité des actions qui les fasse considérer comme à la fois sensées, d'abord, mais aussi légitimes, bonnes ou au contraire injustes, illégitimes. Dans ces interactions urbaines très furtives, cette temporalité ténue et cette nature interstitielle des espaces qui font son cadre, les modalités d'interaction se jouent sur la base d'observations extrêmement rapides et de décrets qui sont pressés par l'urgence pratique. Donc les rencontres sont fugaces et relèvent du rapport davantage que de la relation, pour reprendre la distinction weberienne. Elles sont marquées par la quasi-certitude que le premier abord sera aussi le dernier, ce qui tend pour beaucoup à considérer ces situations comme des choses closes sur elles-mêmes. Et l'enquête montre au contraire qu'il y a une vraie cumulativité des expériences, et ça, évidemment, l'expérience de la discrimination doit prendre ça en compte. Chaque situation n'est pas unique et il y a une suite et des protagonistes et des types de personnages et d'expériences qui se rendent consistants précisément dans l'accumulation. Et ça fait une dissymétrie entre les actants d'une situation donnée. Si on la découpe de manière photographique, on manque ce qui est essentiel, le fait que certains vivent une situation pour la première fois quand d'autres en sont à la énième occurrence de la journée, de la semaine ou de leur parcours biographique. Donc cette asymétrie est aussi importante que cette question de la dépendance aux apparences. Donc comprendre les variations des formes de l'engagement urbain et de cette sociabilité requiert d'étudier ce travail de typification réciproque auquel se livrent continuellement les individus. Donc ça renvoie à cette question des catégories qui en philosophie comme en sociologie est éminemment complexe. Si je parle de typification, c'est pour marquer ici mon affiliation à l'inspiration phénoménologique et notamment schützienne, puisque dans cette perspective, l'appréhension des objets d'expérience se fait de manière, disons, dynamique. Le stéréotype est au contraire quelque chose de très figé, mais le principe du type et de la typification est qu'il y a une fluidité et un caractère dynamique entre les expériences passées, la façon de les appliquer de manière inventive et renouvelée aux situations présentes et l'anticipation de situations à venir. Donc l'idée, c'est que les catégories, dans la typification, ne préexistent jamais entièrement à leur usage, que la pertinence des critères qui vont être utilisés dans une situation donnée est liée précisément au contexte et à la signification de la configuration présente et ne peut donc pas être désignée en toute généralité, indépendamment donc, de l'étude de ces contextes. Donc, dans ce travail de typification continue qui sous-tend l'orientation des conduites en public, la question de l'égalité est une clé de lecture décisive, non seulement pour les analystes, mais aussi, et d'abord, pour les gens eux-mêmes.
Si c'est une vérité d'expérience pour toute personne victime de discrimination, qu'il s'agisse des femmes, alors étudiées notamment par Carol Gardner, des juifs étudiés par Ido Tavori, ou des noirs étudiés par Rinaudot, on n'en a pas encore tiré toutes les conséquences en l'envisageant de façon systématique. Donc je voudrais montrer ici comment ces typifications peuvent devenir, ponctuellement, d'une manière quand même assez significative, l'objet d'une réflexivité critique de la part des personnes elles-mêmes. Donc, je vais présenter en fait plusieurs extraits qui montrent une réflexion et une réflexivité sur les catégories, à la fois les catégories dont les gens font usage eux-mêmes, celles dont ils sont susceptibles de faire l'objet, et puis secondairement la façon dont ils vont aussi aller au travail sous une forme pédagogique, des formes de sanctions, des formes de disputes et des formes d'explicitation de ce qui est acceptable ou pas dans les rapports en public. Donc, premier extrait. Donc, c'est une interaction qui est là sous la forme d'un récit. C'est un mail qui a été envoyé sur une liste de diffusion du réseau Éducation sans frontières par une militante en 2010. Donc, les discussions sur la liste touchaient à l'évacuation d'un piquet de travailleurs sans papier en grève occupant le 8 rue du Regard dans le 6e arrondissement. Les informations manquaient, chacun cherchait à savoir ce qui s'était passé la veille au soir ou dans la nuit. Et donc cette militante qui travaille dans le quartier écrit sur la liste pour raconter sa quête d'informations et en profite pour livrer un récit en forme de confession, pleine d'autodérision, sur son propre usage des outils ordinaires de catégorisation. Donc je lis avec vous. C'est écrit... ouais. Bonjour, je suis arrivée ce matin vers 9h, il n'y avait plus personne. J'ai demandé à mon pote du café s'il savait ce qui s'était passé et comment. D'après lui qui était là, mais sur ce coup-là il m'a déçu, il n'a pas l'air très concerné le garçon. D'après lui donc, les grévistes sont partis vers 23h, 23h30. Il m'a dit que tout s'était passé dans le calme et il lui semble que ce soit les encadrants qui leur aient dit de partir. Ça signifierait qu'un endroit avait été trouvé. Tout ça est à vérifier. Je suis allée demander à mes copains des épiciers arabes. Alors eux, ils sont top, mais le problème c'est que dans le 6e, les petits arabes ferment à 21h. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient se renseigner. Bon, je verrai ça à 13h, mais je suppose, j'espère, qu'on en saura plus d'ici là par d'autres moyens que le téléphone arabe. Donc vous voyez déjà aussi tous les jeux de mots sur les catégorisations qui scandent. Sinon, pour le fun, je me suis tapé la honte, une belle que je dois vous raconter, à vous qui me connaissez et aux autres que je ne connais pas. Déçue et frustrée de si peu d'informations sur les 50 mètres qui séparent son lieu de travail des épiciers, je croise 3 grands hommes noirs, bonnet en laine polaire sur la tête, un peu hagards et l'air fatigués. Bon, je me dis, peut-être faisaient-ils partie des grévistes d'hier, ou peut-être en connaissent-ils certains. Peut-être pourront-ils me donner de meilleures infos. Je les aborde très poliment. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger. Étiez-vous là hier dans la journée ? Ils me regardent surpris et me répondent gentiment que non. Pourquoi ? Là, un sentiment d'immense solitude m'envahit. Je comprends illico que ce sont des messieurs fatigués, noirs avec des bonnets en laine polaire sur la tête, mais que bon, c'est pas une raison suffisante et nécessaire pour être gréviste ou sans papier, et qu'ils ne sont au courant de rien. Je suis prise en flagrant délit de faciès. Franchement, je l'ai très mal vécu. Ces messieurs allaient simplement travailler, ils ne savaient rien de l'évacuation. Je me suis excusée platement et je suis partie museau à terre en leur souhaitant une bonne journée. Je me suis consolée en me disant que j'aurais fait un mauvais flic. Mais dans mes moments de déprime, je me dis en revanche que j'aurais été un flic très zélé. Bref, c'est atroce. Donc ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ce premier extrait, c'est qu'il montre un problème que pose le délit de faciès. Ça me semblait d'autant plus intéressant que voilà, ça se joue sur cette liste qui est explicitement mobilisée au soutien aux personnes sans papier, et donc où il y a, et ça se voit, je voulais signaler tout au long du message, des tas d'indices d'une réflexivité et d'un second degré permanent par rapport aux catégories en usage. Là, ce qui apparaît aussi, c'est la façon dont le délit de faciès, tel qu'il est du coup dénoncé et décrit, est enchâssé dans des perceptions et des évaluations qui ne sont jamais seulement une question de bonne ou de mauvaise volonté, et donc qu'on ne peut pas simplement se contenter de dénoncer en disant c'est mal ou c'est raciste, bien qu'elle, finalement, par cette opération de confession, essaye de faire acte de contrition et de réparation d'une certaine manière par son exposition et l'exposition de sa faute. Donc malgré ce sentiment de culpabilité,
on voit que cette dépendance a une sorte d'habitude à incorporer et à un état des choses, fut-il détestable, et clé. Donc c'est ce que souligne aussi ce deuxième extrait. Une femme de 46 ans, anglaise d'origine nigériane et habitant dans le quartier des Abbesses dans le 18e, explique, en riant à demi, être la seule femme noire à fréquenter le square de son quartier qui ne soit pas une nounou. Elle me dit, toutes les nanas noires que tu vois sont des nounous, toutes, je suis la seule, je te promets, c'est vrai. Alors évidemment, les gens, ils me voient avec mes gosses, et donc leur père est blanc, donc les enfants sont métis. Vu qu'ils sont pas blonds quand même, ok, mais vu qu'ils sont beaucoup plus clairs que moi, les gens, ils se demandent si je suis pas leur nounou, ou ils se disent que je suis leur nounou, pour eux c'est évident, et c'est pas juste une question de préjugés, c'est un fait démographique, il n'y a pas de noirs ici. Et donc voilà, il y a cette idée que à la fois c'est extrêmement désagréable comme expérience pour elle quand elle est avec ses enfants d'être systématiquement perçue d'abord naïvement finalement et sans mauvaise intention par les gens comme une nounou parce que statistiquement, démographiquement, comme elle le dit elle-même d'une certaine manière, la norme quand on est une femme à la peau noire aux Abbesses avec des jeunes enfants qui ne sont pas noirs, c'est d'être la nounou. Et en même temps, ça lui fait violence et du coup ça fait que, elle l'explique dans une autre partie de l'entretien, elle se sent pas complètement chez elle et elle qui a vécu à Londres du coup faisait le contraste là-dessus avec ce quartier-là de Paris en tout cas. J'en viens au second aspect que je voulais évoquer ici, le travail sur les normes et les possibilités de vigilance sur les catégories, de sanctions et de gestes de pédagogie visant à réguler ou à transformer cet usage des catégories dans les rapports entre concitadins. Donc je vais prendre cette fois des exemples issus des rapports de genre en public. Donc cet extrait-là rapporte la façon dont les nuisances subies par les femmes en tant que femmes dans l'espace public, l'expérience de ces nuisances a pu évoluer. Donc cette expérience est étayée à la fois par des épreuves biographiques et par le devenir problème public du harcèlement de rue qui s'est progressivement, enfin que j'ai vu progressivement apparaître en fait dans les interactions elles-mêmes. De façon, il me semble, assez intéressante. Donc une femme interrogée dans le cadre d'une autre enquête, la quarantaine qui habite elle aussi dans un quartier du nord parisien, un quartier moins favorisé, me raconte, fière d'elle, « Ah, il faut que je te raconte, l'autre jour, il y a des mecs qui m'ont sifflé juste là sur le trottoir, bien je les ai bien mouchés. » Raconte. Ils étaient deux à passer en voiture avec leurs fenêtres ouvertes. Ils ralentissent bien comme ça et celui qui est à la fenêtre me siffle bien lourd, tu vois. Moi, j'étais à pied sur le trottoir, mais je ne me suis pas dégonflée. Je leur ai dit, ça, ce que vous faites, c'est du harcèlement de rue. Les mecs, ils sont restés sans voix, ils se sont barrés. Ça leur a bien rabattu leur caquet. Je dis ça maintenant, tu vois, parce que j'en ai marre. Autre extrait qui raconte aussi ce passage, disons, à l'offensive sur ces rapports-là. Donc là, c'est aussi une mère de famille dans un quartier d'enquête qui me parle des remarques sexistes et sifflées qu'elle entend dans la rue sur son passage, surtout dès qu'elle met une jupe ou des talons, et qui me raconte comment elle s'est mise à lutter contre le harcèlement de rue. Alors ça m'a toujours énervée, je me suis pris le bec plusieurs fois, avec des gars qui commençaient gentiment et une fois déçus finissaient par des insultes. Ça, je trouve ça vraiment inacceptable. Mais ce qui m'a rendue vraiment proactive avec ça, c'est quand ça a commencé à arriver à ma fille, elle n'était même pas encore au collège, elle avait donc dans les 10 ans, mais comme elle est grande, elle fait plus que son âge sûrement, mais enfin quand même pas. Enfin voilà, donc elle allait rentrer toute seule de l'école, qui est vraiment juste à 2 pas, et elle a commencé à me raconter qu'un type l'avait collée sur le trottoir juste en bas de l'appartement, en la regardant comme ça de haut en bas, voulant lui passer le bras autour des épaules. Alors là, en plus, dans ces moments-là, tu penses à tous ces trucs que tu as voulu mettre dans la tête de ta gamine, le côté « t'es une chose fragile, faut avoir peur de tout », ça je voulais pas. Mais en même temps, tu veux quand même pas qu'elle se mette en danger. Ah là là, les nœuds dans la tête et l'estomac que tu te fais. Maintenant, depuis, je suis encore pire qu'avant, les mecs que je vois faire ça, qui me parlent mal, ou même me disent « oh jolie », je ne sais pas, ou je ne sais quoi, je leur tombe dessus, je leur dis « vous avez pas honte, vous savez ce que ça fait d'avoir 20 mecs comme vous qui font des commentaires quand on marche dans la rue et qu'on essaie de vivre notre vie, hein. Vous voulez qu'on fasse ça à votre mère ou à votre sœur ?» Les mecs, ça les calme. Donc, dans ces échanges ordinaires d'apparence anecdotique et négligeable,
se joue à la fois ou alternativement la performance d'usages préexistants et une série d'efforts activement entrepris par les personnes en situation pour infléchir ces usages dans le sens d'une plus grande justice et notamment d'une plus grande égalité. Et c'est un souci plus présent et plus omniprésent qu'on ne le croit, qu'on ne le dit souvent, puisqu'il y a une doxa assez forte qui rapporte volontiers les relations en public à la simple apathie ou tout autre avatar du repli sur la sphère privée supposé devenu le cœur de notre culture morale et politique. Donc ça a été une découverte de ces enquêtes de constater qu'un certain souci des autres et du monde s'exerce dans les interactions civiles et que le travail militant vise d'ailleurs à développer et étayer. Je pense notamment aux campagnes de l'association Stop Harcèlement de rue qui visent non seulement les auteurs potentiels de comportements sexistes, mais également les témoins de ce type de conduite pour les inciter à intervenir aussi. Et donc, au fil des interactions civiles ordinaires se jouent des formes de vigilance catégorielle, c'est-à-dire des formes de réflexivité manifestées par les personnes quant à la façon dont les autres les perçoivent ou sur les conséquences que peuvent avoir leur propre conduite sur ces perceptions et leur évolution. J'avais développé ça dans un autre article consacré au rapport aux jeunes en public. Et j'avais vu qu'il y avait des formes de régulation et d'autocontrôle entre jeunes en disant « vas-y, fais pas ça, sinon la dame, elle va encore dire que les jeunes, ils sont ceci ou cela ». Avec cette idée qu'on a aussi du coup une forme de responsabilité du fait de la catégorie dans laquelle on est perçu. Donc ça marche aussi pour les catégories d'âge. J'avais aussi identifié ça s'agissant des personnes âgées qui se critiquaient mutuellement parce que l'une jouait de sa carte de priorité de manière un peu agressive dans le bus. Une autre disait, ah bah voilà, après les vieux, on va dire qu'ils sont pénibles, mais elle aussi, on va dire, s'ils se comportent comme ça, après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait mauvaise presse. Donc voilà, cette idée que la réflexivité se joue comme ça à différents niveaux. Et il y a dans les interactions un souci éducatif au sens où le décrivait notamment Dewey, cette attention, cette alerte sur ce qu'on est en train de rendre possible en le laissant advenir. Cette idée qu'on promeut des habitudes, des tendances à agir, et donc il y a toujours une dimension d'anticipation, une double orientation temporelle de l'expérience entre l'orientation vers ce qui s'est déjà passé auparavant et l'orientation vers ce qui va advenir et dont on sera finalement potentiellement un complice si on laisse faire. Et donc les interventions sont ces façons de montrer qu'on ne peut pas laisser faire et qu'on ne peut pas laisser passer un certain type de comportement en public. Voilà, un dernier extrait issu d'un corpus composé autour des interactions civiles ayant pris place après les attentats de janvier 2015 à Paris. Là, c'est une scène que j'ai observée. Donc, c'était le jour de la marche du 11 janvier dans la ligne 2 du métro qui s'y rendait donc un peu avant 14h. J'étais en famille, debout dans la rame. Il y avait aussi déjà pas mal de monde. Et derrière moi, un couple d'une vingtaine d'années, comme je l'ai vu après, parce que je n'avais pas fait attention à lui avant, était déjà là dans la rame à notre montée place de Clichy. Et plus près des portes devant nous, donc ça dans notre dos, et plus près des portes, deux hommes typés maghrébins parlaient entre eux en arabe assez fort. Et j'entends la jeune femme derrière moi dire et pester assez fort « Ah, mais c'est pas vrai, comment ils osent ?» Et on comprend très bien que c'est comment ils osent parler arabe fort, là, maintenant. C'est pas possible quand même. Et bon, j'entends pas tout, mais je me retourne d'un mouvement assez brusque car je suis choquée et encore à demi incrédule. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là se confirme parce que je vois que tout le reste des personnes dans la rame autour de moi se retournent aussi et la fusille du regard et la situation se tend, la tension est palpable. Et aussitôt, le compagnon de la jeune femme lui chuchote quelque chose à l'oreille et donc elle maugrait des choses inaudibles et cesse en tout cas ses commentaires à la cantonade à partir de ce moment. Donc, j'en viens à la conclusion. Les interactions civiles sont un lieu fécond pour analyser la complexité du travail d'élaboration et de critique des catégories. Un lieu où se manifestent des perceptions et des attitudes discriminatoires, mais où se manifestent aussi des façons de tenter de corriger les formes d'injustice perçues dans l'interaction au fil de formes d'engagement, parfois peu visibles, mais d'intervention parfois plus explicites.
Non seulement chacune des catégories stigmatisées semble avoir à vivre régulièrement un équivalent de ces nigger moments étudiés par Elijah Anderson, où une personne subit une offense aiguë, voire une insulte du fait de sa couleur de peau, en se voyant brutalement renvoyée à sa catégorie supposée ou réelle d'appartenance, ou est-ce que cette catégorie est censée comporter d'attributs positifs ou négatifs d'ailleurs. Comme un jeune homme tunisien me le racontait, il me disait « J'en ai marre que les gens me disent, une fois qu'ils m'ont demandé d'où je viens, qu'ils adorent le couscous, même si c'est pour me faire plaisir ». Mais les situations observées et les personnes interrogées montrent aussi donc qu'une vigilance et des formes de pédagogie s'exercent sur ces mêmes activités de catégorisation. Je vous remercie de votre attention.